Oui, docteur Delmotte, Polyclinique GMP. Nous sommes d'accord sur le fait que la digitalisation est nécessaire, mais elle est déjà très efficiente et très avancée. Ce n'est pas le problème de la digitalisation, c'est le problème du nombre de digitalisation. Il y a plus de 50 systèmes de digitalisation différents. Ça veut dire autant d'ordinateurs différents, parce que quand un patient passe du système Ascoma au système MCI, il faut débrancher le logiciel Ascoma pour brancher le système MCI, et tous ces systèmes sont différents, et c'est la complexité de l'utilisation de la multitude de systèmes digitalisés. Il suffirait d'en choisir un, le meilleur de tout cela, et que chacun l'utilise, et je peux vous assurer que la fluidité y serait. Oui, déjà, nous sommes déjà dans les solutions. Hein. On est déjà dans les solutions avant l'atelier, c'est une bonne chose. Une autre question, oui. Bon, oui. En fait, l'idée que j'avais, le DG de Ascoma l'a plus ou moins abordé. Mohamed Koulibaly, NT Assurance. Donc, je pense qu'il y a un point important que les assureurs n'ont pas abordé en termes de recouvrement des primes. Parce que, en fait, l'article 35... Alors, l'article qui demande que les primes soient payées systématiquement, l'article 13, pardon, disons, ne s'applique pas à tous les clients. Il y a une certaine catégorie de clients qui sont autorisés à payer les primes pratiquement, c'est même pas un an après. Bon, alors, cela, les structures étatiques. Et cela cause un véritable problème en que la prime, il supporte les consommations, les frais engagés par ces structures étatiques. Et donc ça, c'est un problème qui peut, disons, traîner un peu les règlements que les assureurs doivent engager vis-à-vis de ces prestataires. Donc ça, c'est un point important quand même à relever, à tenir, à considérer dans la réflexion. Et deuxièmement, la digitalisation. La digitalisation, comme il a dit tantôt M. Delmotte, effectivement, il y a plusieurs, disons, solutions qui sont pour la plupart aussi viables. Il va sans dire qu'il faut maintenant que l'ASACI essaie de voir dans quelle mesure, disons, mutualiser l'ensemble de ces bonnes pratiques qui sont développées dans ces solutions qu'on déploie dans les centres. Parce qu'effectivement, tel qu'elle a expliqué tantôt la dame de GMP, c'est bien ça, Mme Delmotte aussi. Alors, ça peut être très, très fastidieux pour eux, effectivement. Ils ne vont pas changer d'ordinateur à chaque fois, mais ils vont changer d'application. Et ce n'est pas évident pour un utilisateur de passer d'une application à une autre comme ça, si tu connais nombreux sur le marché. Donc ça, c'est une question importante qu'il va falloir que les assureurs se mettent ensemble pour l'adresser. Les assureurs, et bien entendu, ceux qui nous aident à gérer ces portefeuilles-là, les gestionnaires. Donc voilà les deux aspects que je voulais relever comme point important à prendre dans l'analyse. Merci Mohamed pour la contribution. Attendez, on va passer la parole à une dame depuis. Elle lève la main. Allez-y, madame. Merci de me donner encore la parole puisque j'ai présenté tout à l'heure. Je répondrai peut-être à 2 ou 3 personnes. On ne va pas, ils ont parlé de plusieurs solutions. Et on a échangé déjà avec Ascoma d'ailleurs, en disant on ne va pas casser le marché puisqu'il faut toujours des intervenants. Mais je ne sais pas si vous savez ce qu'on appelle un peu les ERP, les entreprises reporting planning. C'est plusieurs solutions. Et donc, il y a une solution qui pourra éventuellement émettre des données, une autre qui pourra tirer les bons. En fait, nous, on veut apporter notre contribution parce qu'on n'est pas les seuls, on est plusieurs. Moi, sans prétention, on a participé à ce qu'on appelle en Europe Amélie. Et Amélie, on était plusieurs prestataires pour avoir développé cette solution-là.
Et ça facilite aujourd'hui, peut-être qu'il n'y a pas forcément le système de sécurité sociale, mais ça facilite aujourd'hui les assureurs, ça facilite aussi les courtiers d'assurance et ça facilite les mutuelles. Donc, vous pouvez nous associer en disant, faisons aussi des ateliers pour réfléchir. On va apprendre les besoins des sociétés privées, des cliniques. On va prendre le besoin des assureurs. On va prendre le besoin des courtiers. Ben, nous qui développons, on est éditeurs, ben, on va mettre en place des systèmes et c'est vous qui allez les valider. Voilà un peu la contribution que je peux me permettre de vous donner. Merci, madame. Docteur Seri, vous voyez donc que vraiment, cette affaire-là peut aller très rapidement. Oui, j'ai le micro. Hein. Oui, président, oui. Je suis Boui Gabriel, directeur des prestations à INSI Assurance. Alors, je voudrais faire une contribution, allant un peu dans le sens de M. Mohamed Koulibaly tout à l'heure, pour dire qu'en fait, concernant les paiements de primes, parce que l'assureur, il n'a que les primes qu'il reçoit, ce sont ces primes-là qu'il prend pour payer ses prestataires. Voilà. Donc, l'article 13 en question, qui donne donc la possibilité aux sociétés étatiques et para-étatiques de payer 6 mois après, alors qu'ils commencent tout de suite à consommer, ça pose vraiment un problème. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, peut-être le noter pour qu'on fasse en sorte, pour que le législateur CIMA fasse en sorte de faire échapper la prime d'assurance maladie de la prime qui est éditée dans l'article 13 qui donne la possibilité à ces sociétés-là de payer 6 mois après. Voilà ce que je voulais dire. Donc, il faut aller peut-être faire une proposition de modification de l'article 13 dans ce sens-là pour que l'assurance maladie puisse, dans la première partie de cet article-là, être payée en même temps pour que l'assureur puisse avoir l'argent de payer les prestataires. Voilà. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que au niveau de la fraude, parce qu'il ne faut pas... Moi, je comprends bien la CPCI, hein, les difficultés qu'il y a et tout ça. Mais il faut noter que c'est aussi là-bas une des sources de fraude. Il faut le dire, il ne faut pas se le cacher. C'est vraiment dans les centres là-bas que se passe le problème. Et donc, en contribuant à faire de la fraude, on contribue en même temps à amener les assureurs à ne pas pouvoir payer. Puisque l'assureur, ses calculs qu'il fait, c'est de payer le juste prix de la prime qu'il a touchée par rapport au risque qu'il couvre. Donc derrière, tout ce qui est fraude, tout ce qui est surcharge de frais de soins, va amener l'assureur progressivement à ne pas pouvoir répondre à ses engagements. Ça peut se comprendre. Voilà, parce qu'il faut préciser que les cliniques ne sont pas les seules à être payées par différé. Voilà, il y a beaucoup d'autres structures qui sont payées, qui font les prestations maintenant, qui sont payées sur 30, 60, 90 jours. Il n'y a pas que les cliniques. Voilà. Donc, moi, c'est à ce niveau-là. Donc, il faut que les cliniques nous aident. Ils nous aident vraiment à éradiquer la fraude. Et c'est possible à leur niveau déjà. C'est possible à leur niveau déjà. Donc, voilà ce que je voulais apporter. Et l'article 13 doit pouvoir être modifié pour que les structures étatiques, en ce qui concerne l'assurance maladie, puissent être payées en même temps. Parce qu'on ne peut pas soigner des gens. Et souvent, c'est des grosses structures. Hein, c'est des grosses structures qui consomment abondamment. Et qui mettent vraiment le stress même sur la trésorerie des compagnies d'assurance. Donc, vraiment, c'était cette proposition que je voulais faire. Je vous remercie. Oui, merci, Gabriel. Merci, Gabriel. Bon, je pense que, effectivement, là, si le président est là, on a noté cette proposition de modification. Bon, ça va être un peu difficile, hein, parce que c'est ceux-là même qui décident, qui sont concernés. Ça, mais bon, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas essayer. On va essayer. Voilà, merci. Voilà. Allô? Bien, je suis Dewele Kwaku, contrôleur des assurances. Je vais d'abord répondre sur la préoccupation de M. Boudin. Il faut dire qu'il y a une étude qui est en cours concernant les arriérés sur l'état de démembrement. Donc, forcément, ça va aboutir à des aménagements réglementaires. Ça, c'est ce que je voulais dire. Deuxième élément, depuis hier, j'entends escompte et autres. Il faut que ce soit clair. En tout cas, pour toutes les structures qui sont sous contrôle de la DA, on a donné notre point de vue à travers les contrôles. Les escomptes, nous trouvons que ce n'est pas sain et ça ne doit pas s'appliquer. C'est un élément qui est clair. À chaque fois qu'on a fait le contrôle, on a relevé dans les rapports.
il s'agit de quoi? En fait, pour nous, il y a un conflit d'intérêts. Lorsque vous êtes gestionnaire, on vous confie des fonds et que vous retardez les paiements et que, par exemple, vous prêtez de l'argent pour qu'en retour, bon, on vous donne peut-être du 5%, on trouve que ce n'est pas sain. Et donc, ça ne doit même pas s'appliquer. Voilà, ça, on a demandé à ce que cette pratique soit arrêtée. Ça, c'est la première des choses que vous voulez dire. Maintenant, il y a certains qui ne sont pas encore réglementés. Par exemple, comme MCI, ils ont souligné, et autres, ils ne font pas partie des choses. Donc ça, je pense que demain, avec les ateliers, on va trouver une solution pour que désormais tout le monde puisse être au moins sous l'autorité, sur une autorité de contrôle. Un élément. L'autre élément, c'est qu'au niveau, par exemple, des cliniques, ce que moi j'ai pu constater, c'est que généralement, quand les gens ne sont pas assurés, les tarifs sont chers. Et ça, c'est des éléments... Non, non, ce n'est pas moins cher. C'est moi, je vous dis... Moi, je fais partie de ma maman, je fais régulièrement, je paye plus. Donc, écoutez, je vous dis, lorsque vous partez dans une clinique, quand vous dites que vous n'avez pas d'assurance, vous payez plus cher. Ça, moi, je vous dis, je peux vous donner le nom des cliniques, eux-mêmes vont prendre la parole, vont vous dire, vous allez payer plus cher. Et donc, cette attitude-là, ça peut encourager effectivement la fraude. Parce que si c'est que moi, il y a une assurance, donc désormais, moi, je peux faire passer au moins la personne. Ça, je vous dis, et faire l'enquête auprès des grosses cliniques, je peux vous dire que la personne n'a pas d'assurance, donc c'est un peu plus cher. L'autre aspect, pour essayer de résoudre le problème, moi tout à l'heure, je suis d'accord avec le monsieur qui parle de crédit. En réalité, dans le système tiers payant, les cliniques, les pharmacies et autres, c'est comme des gens qui viennent aider un système. Donc quand ils viennent aider un système, il faut comprendre. Aujourd'hui, chacun a essayé de donner un peu, chacun dit ses vérités, mais ça veut dire qu'il faut essayer de trouver une solution profonde qui est équitable pour tout le monde. Parce que quand ils ont décrit, quand vous regardez effectivement, il y a l'assureur qui est victime, il y a les prestataires qui sont victimes, les intermédiaires, ils font du travail, mais vers la fin, ils sont gagnants. Nous, on sait de quoi on parle, on a déjà les chiffres. Donc, c'est un élément qui est quand même important. Voilà. Donc, du coup, il faut pouvoir mettre un système, c'est-à-dire unique, un système d'information unique qui va faciliter les tâches et autres. Et derrière, je vais vous dire qu'avec l'intelligence artificielle, on pourra faire tous les traitements. Par exemple, je vous donne aujourd'hui, si vous savez par exemple que la plupart des consommations sont concentrées peut-être à Koumassi, on peut, c'est-à-dire aider par exemple les centres communautaires, c'est-à-dire on peut les équiper de telle sorte que certaines personnes puissent aller et puis au moins il y a d'autres structures qui peuvent accueillir les autres. Pourquoi? Parce que quand vous voulez résoudre le problème en Afrique, nous tous, nous sommes très vulnérables. À cause de ce que quand ils travaillent, il y a une masse de personnes en termes de charges sociales. Donc il faut pouvoir, en même temps que vous cherchez à trouver une solution pour le conventionnel, il faut pouvoir trouver des solutions pour que, au moins les autres, il y ait des alternatives pour les autres. Donc du coup, vous appuyez avec l'assurance maladie universelle. C'est des dépenses qu'on va faire dans les débuts, mais in fine, ça va pouvoir nous aider à résoudre un certain nombre de problèmes. Il faut pouvoir toucher, en fait, ces centres communautaires. Moi, j'ai fréquenté certains, j'ai vu que vraiment les choses se passent correctement. De toutes les manières, les cliniques privées ne peuvent pas résoudre tout le problème. Donc, c'est ces éléments, en même temps que vous trouvez la solution, il faut pouvoir essayer de faciliter la tâche. De telle sorte que, si vous savez qu'avec les données, on a pu voir où se trouvent les postes de dépenses, on peut essayer d'apporter des solutions. Mais tant qu'on va aller individuellement avec des systèmes, quelle que soit leur performance, on ne pourra pas faire de l'analyse, de traitement de données efficaces et puis prendre des décisions. Donc, c'est un peu les différents éléments. Le reste, on se les réserve pour les ateliers. Merci l'autorité. En tout cas, l'autorité nous a rassuré que, en ce qui concerne l'escompte et puis le raccourcissement du délai de paiement de l'État, les choses sont en cours. Donc, vraiment, on est rassuré sur ce point-là. Là encore, il a dit que tout ce qui est digitalisation avec l'intelligence artificielle, en tout cas, je suis encore heureux parce que les solutions sont là, il suffit seulement de les mettre en œuvre. Il y a le docteur qui veut ajouter quelque chose, oui. À propos de l'escompte, monsieur, il est parti. Oui, non, mais j'aimerais vous expliquer quelque chose de manière très simple. Hein. On ne retient pas les factures pour pouvoir facturer des escomptes. On n'occasionne pas de retard. Je vous disais, on a 2000 prestataires. Le taux d'escompte
est de moins de 5%. C'est bizarre, c'est comme le taux d'assurance maladie en Côte d'Ivoire. Et tous les prestataires qui sont ici, vous pouvez leur poser la question, on ne leur met pas le couteau sous la gorge pour les payer. On dit, dans les conventions, d'ailleurs qui sont reprises par tous les gestionnaires ici, qu'on paye sous 6 semaines, le temps de la réception des factures. Ces délais peuvent être raccourcis avec l'accord des assureurs, parce que chaque fois qu'on paye, avec les fonds de roulement, comme l'a mentionné Mme Silué, on refacture à l'assureur. Tout le monde pense que les gestionnaires sont gagnants, mais je peux vous dire qu'on a été, j'édulcore mes mots, plantés par des assureurs sans moyen de recours. L'actualité récente de 2 ou 3 gestionnaires et en cours montre que des assureurs, on va dire en difficulté financière intermédiaire, pour ne pas employer un autre mot, nous ont opposé des prestations dans le réseau de soins qu'on supporte. Donc les gestionnaires ne sont pas gagnants, on souhaite être protégés. Les gestionnaires ne sont pas gagnants parce que maintenant, depuis toujours, quelqu'un parlait des sociétés étatiques et para-étatiques, on écrit aux assureurs pour leur demander si elles agréaient le fait que ces sociétés-là, d'État, puissent payer sous 6 mois. Quand elles ne les agréent pas, ils sont suspendus. Madame, vous dites non? Madame, vous dites non? Ah oui, c'était un geste comme ça. D'accord. Donc, voilà. Donc, les escomptes, soyez rassurés. Aucun prestataire ne marche avec une arme dans le dos. 2000 prestataires, 2100, je crois, de mémoire, il y en a moins de 100 qui nous accordent des escomptes. Et on n'est pas fâché contre eux. J'ai plein d'amis prestataires ici qui ne nous accordent pas d'escomptes. On continue de travailler avec eux. Les délais de paiement peuvent être raccourcis. Il dépend de l'ASACI et des assureurs qu'on leur oppose des flux réguliers en lieu et place d'un mois ou de 6 semaines. Chaque mois, on peut leur opposer 2 ou 3 factures. Nous, on n'a aucun souci avec ça. Parce que, comme on l'a dit, tout est digitalisé et tout est sur les plateformes de gestion qui sont décriées, mais qui facilitent la facturation en ligne. Voilà. Alors, merci, docteur, pour ces précisions. Timekeeper. Oui, j'ai le micro. Oui, le timekeeper. MC. Nous avons how many time for us? 5. Only 5. Oh, thank you very much. Right. Oui, merci, Président. Merci, j'ai enfin le micro. Et je pense que certainement les ateliers demain seront très riches à entendre tout ce qu'on entend ce soir. Je rebondis un petit peu sur ce que vient de dire Dr Magui. Je suis Étienne Cordio de MCI. Depuis hier, on entend dire que c'est les gestionnaires qui sont les gagnants dans la chaîne. Bon, je suppose que si nous sommes là, c'est pour que tous ceux qui investissent puissent avoir du résultat positif. Donc, on ne doit pas être surpris quand même qu'un gestionnaire qui a investi puisse avoir du résultat positif. Bon, donc, ça c'est la même chose que nous recherchons et pour les prestataires et pour les assureurs. Ce que je constate, ce que moi je voudrais dire, en fait, c'est que le tiers payant fait gagner toutes les parties. Non, contrairement à tout ce qu'on entend, non, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Contrairement à tout ce qu'on entend, le tiers payant fait gagner toutes les parties. On l'a vu ici, hier, nous avons entendu Dr Bodifo nous dire que 90% de nos assurés fréquentent leur clinique. Ça, c'est pas rien. En l'absence de tiers payants, je ne pense pas qu'ils auraient eu 90% des 300 et quelques 1000 assurés qu'on a vu hier. De même, les assureurs, ils savent très bien que s'il n'y avait pas de tiers payant, ils n'auraient pas autant de volume de primes d'assurance. La question, c'est de savoir comment on fait pour que ce soit à tous. Donc, ce n'est pas de savoir qui est le gagnant, mais comment on fait pour que ce système soit profitable à tous. Hier, je vous ai également donné un exemple en disant que du fait d'un assureur défaillant, nous avons approvisionné ou à supporter en perte plus de 250 millions sur un seul assureur. Dieu seul sait combien nous avons provisionné l'année dernière. Chez nous, par exemple, plus de sur des assureurs. Juste pour dire que ne donnez pas l'impression qu'il y a des intermédiaires au milieu qui tirent profit, mais ils sont énormément sous pression du fait de l'insuffisance de la plupart des assureurs. J'ai été surpris quand on a applaudi Madame Siloué dire qu'il faut leur restituer la caution pour qu'ils puissent payer directement les prestations.
Mais en tout cas, payer directement les prestations par les assureurs, nous, on est très preneurs. Ça nous transfère vraiment ce risque d'insolvabilité de certains assureurs. Mais je me demande bien, est-ce que les prestataires sont prêts à accepter des chèques de je ne sais pas combien de prestataires, combien d'assureurs, au moins une vingtaine d'assureurs chaque mois. Il y en a un qui va te payer aujourd'hui, il y en a deux autres qui vont payer peut-être dans 10 jours, ainsi de suite. Mais nous, on est prêts pour ça. D'ailleurs, je ne sais pas quel est le sort des autres gestionnaires, mais moins de 20% des assureurs ont une caution suffisante. On vous dépose une caution au moment où vous avez 2000 bénéficiaires, on ne met pas à jour, et quand vous demandez de régulariser, ça devient un problème. Donc, c'est des vrais soucis. Donc, je pense que demain, on pourra, en atelier, essayer de trouver des vraies solutions. Mais je voudrais quand même qu'on retienne qu'il n'y a pas une partie gagnante. Toutes les parties sont gagnantes. Il faut juste qu'on essaie de trouver quelle est la meilleure méthode. Les prestataires, on a compris leur problème. C'est un problème de procédure, où il y a trop de process. C'est un problème de nombre d'intervenants. C'est un problème de délai de paiement. C'est tout ça. Ça, c'est des choses qu'on peut régler. Pourvu que ceux qui sont à la base, c'est-à-dire les assureurs, soient capables d'honorer les engagements. C'est juste ce que je voulais ajouter. Ce n'est pas de dire, en fait, que c'est uniquement les gestionnaires qui profitent de cette histoire. Aujourd'hui, il est question de remettre un équilibre au sein de toutes les parties. Quand on reçoit un courrier d'une compagnie nous demandant 5% d'escompte, pouvoir traiter plus rapidement nos factures, j'ai envie de dire, est-ce que les cliniques privées demandent également un bonus parce qu'on transmet les factures dans les délais ou qu'on s'occupe des assurés que nous recevons? L'escompte, pour moi, Dr McBee, avec tout le respect que je vous dois, je trouve ça inacceptable. Et je trouve qu'aucune clinique ne devrait accepter ou être, j'ai envie de dire, partie prenante de ce système d'escompte. On a parlé tout à l'heure, donc au niveau de M. Kouakou, au niveau du régulateur, donc je suis assez contente de voir que ce point va être complètement éradiqué. Et pour répondre à la question de M. Gabriel, donc je reviendrai tout à l'heure à celle de M. Quadio, effectivement, la mise en place du tiers payant nous a demandé un effort de 20 à 30% de réduction sur nos tarifs. Donc oui, les assurés qui soient sous le statut d'autofinancé ou de mutuelle bénéficient de 20 à 30% de remise au niveau des structures privées. Et le patient qui n'est pas assuré, effectivement, se retrouve à payer le tarif classique, qu'on appelle le tarif privé. Est-ce qu'on se pose des questions de savoir est-ce qu'on va être payé ou pas pour honorer nos engagements vis-à-vis de nos fournisseurs? Quand on sait que les pharmacies nous transmettent leurs factures et on a un délai de 15 jours pour les payer, effectivement, on doit prendre le sujet en profondeur et plutôt que d'essayer de justifier le fait qu'on soit bénéficiaire ou pas, parce que si tout allait bien, on ne serait pas ici. Si on est là, c'est pour faire l'état des lieux, parce qu'il y a bien quelques parties qui n'en profitent pas de ce système. Donc oui, vous avez favorisé indirectement l'accès ou la vulgarisation, j'ai envie de dire, de l'accès aux soins, donc à travers donc, la mise en place des assurances et tout. Mais oui, également les cliniques privées, en vous accordant ce discount qui vous ont permis de vendre et de vulgariser ces contrats d'assurance maladie, vous ont permis de faire également une profitabilité. Vous parlez des pertes que vous avez, mais nous avons également mentionné les pertes que nous avons face aux gestionnaires qui font faillite les uns après les autres et qui nous laissent des ardoises. Vous avez un recours parce que vous êtes des créanciers prioritaires. Je prends le cas d'Atlas. Nous ne sommes pas des créanciers prioritaires. Je prends le cas de Stan. Il a fallu combien de fois pour qu'on puisse, à la limite même s'unir, parler d'une seule voix pour essayer d'avoir un gain de cause, ne serait-ce que sur 50% de la créance totale des cliniques. Donc, non, oui, effectivement, s'il y a une partie entre les trois acteurs qui bénéficient, ayez le courage d'admettre que oui, vous en sortez finalement pas plus mal, parce que quand on voit les présentations des assureurs et les présentations des cliniques privées, on ne peut pas dire que dans le classement, les intermédiaires sont ceux qui perdent le plus d'argent. Donc, au-delà de la perte d'argent,
quand je prends le cas des rejets, la question n'est pas uniquement le délai de paiement, parce qu'on peut trouver les voies et moyens pour essayer de faire face à nos charges mensuellement. La facture normalisée que je vous ai montrée tantôt sur le slide, une facture de 1 200 000, qui est déjà basée sur un tarif mutualiste de 20 à 30% moins cher, pour lequel on nous applique moins 15% de rejets sans aucune explication. Qu'est-ce qui advient de ces rejets? Connaissez-vous une écriture comptable pour laquelle vous réalisez un chiffre d'affaires d'1,2 million et vous encaissez 900 000 ou 1 million sans le justifier? Ça ne passe même pas à travers un mécanisme d'avoir. Donc oui, vous voulez qu'on fasse, je pense que dans les termes de référence, on aura l'occasion de vous les présenter, d'ailleurs ça nous fait très plaisir, l'état des stocks des créances des cliniques. Nous nous retrouvons avec au minimum sur le curseur 10% à 1/3 de nos chiffres d'affaires en créances. Et des créances qui sont douteuses, donc depuis plusieurs années, pour lesquelles nous avons des rejets et nous n'avons même pas la certitude d'être un jour payés. Alors, nous avons, quand on contractualise avec un gestionnaire, c'est vous qu'on connaît. Ce n'est pas votre assurance et ce n'est pas les personnes qui êtes derrière. Quand nous achetons auprès de nos fournisseurs, on ne va pas leur dire « Ah ben non, notre assureur ne nous a pas payé » ou « Notre partenaire ne nous a pas payé, donc on ne peut pas vous payer et la totalité et dans les délais. » Donc, soyons objectifs. L'idée n'est pas uniquement de pointer du doigt, l'idée n'est pas non plus de se justifier. Trouvons des solutions de façon constructive pour que toutes les parties soient gagnantes et que les intermédiaires puissent également exister, quitte à ce que ce soit régulé. On avait annoncé hier éventuellement la réflexion sur les taux de gestion qui avoisinaient les 10 et 12,5%. Peut-être les revoir, peut-être que les assureurs peuvent réintégrer une partie de cette gestion-là, mais en attendant, nous qui donnons cette prestation de soins, ben nous sommes lésés et c'est un fait. Vous parlez de la fraude, je crois que c'est monsieur Gabriel qui parlait de la fraude. Mais effectivement, la digitalisation peut être un moyen effectivement d'éradiquer la fraude. Mais dans le parcours administratif du patient, vous vous rendez compte que nous devons prendre la carte nationale d'identité, nous devons prendre la carte d'assuré. Nous faisons au maximum qu'on peut pour essayer de nous assurer qu'on a bien le prestataire en face. Vous dire que des assurés n'essayent pas de faire passer un parent sur sa carte d'assurance et tout ça, nous jouons notre partie. Quand nous faisons face à ce genre de fraude, ou de tentative de fraude, nous essayons de remonter l'information auprès du partenaire. Mais est-ce que vous croyez que dans le cas inverse, quand nous avons un assuré qui part sans payer sa quote-part de ticket modérateur, vous croyez qu'on a un retour? Vous nous dites, bah non, c'est la partie non garantie, et donc vous en foutez. Donc, cet équilibre-là, il doit se faire dans les deux sens. On est à votre disposition pour essayer de trouver ensemble les voies et moyens pour rééquilibrer le système, pour que vous puissiez payer au juste prix les prestations de qualité. Mais ne nous demandez pas, parce que vous êtes victime d'un dumping au sein de votre propre organisation, parce que vous ne réévaluez pas vos primes, parce que les clients passent d'une assurance ou d'un gestionnaire à un autre, que nous, on puisse passer notre temps à faire des efforts, à baisser les prix, pour que vous puissiez vendre des contrats le plus possible. Essayons d'être constructifs, je vous en prie, et qu'on trouve ensemble des solutions, et qu'on ne se victimise pas, parce que l'état des stocks des créances, on va vous les sortir, et on en parlera. Oui. Une dernière question. Ah. Bon, une dernière question. Hein. Oui. Allez-y. Monsieur le Président, oui. Je voudrais juste revenir sur l'article 13. L'article 13, tout à l'heure, l'intervenant a dit que ça donnait la possibilité à d'autres structures ou à des instances de payer dans 6 mois. Est-ce qu'ils sont obligés de contracter avec ceux-là? Oui, est-ce que c'est une obligation? L'article 13 oblige ces personnes de contracter avec ces instances-là pour 6 mois. Ensuite, pourquoi voulez-vous que vous contractez avec ces instances et vous voulez que ce soit les cliniques qui supportent le fardeau avec vous? Parce que vous n'êtes pas payé, donc les factures ne sont pas payées. Mais il y a un problème de fond. Arrêtez de prendre ceux qui vous payent dans 6 mois. Ensuite, Monsieur le Président, la dernière chose. Pourquoi on parle de la fraude? Je souhaiterais qu'on nuance un peu.
Parce qu'on dit les cliniques fraudes. Moi, en tant que directeur exécutif de l'association des cliniques privées, je refuse cela. Il faut nuancer. Parce que j'ai eu plusieurs fois à parler avec certains organismes de gestion de portefeuille maladie. Quand vous allez contractualiser avec des structures illégalement constituées en tirant les tarifs vers le bas, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Vous voulez faire des tarifs à 5 000 francs, à 4 000 francs, qu'est-ce que vous attendez? Mais ils sont obligés de rattraper ça. Mais donc, ils ne disent pas les cliniques fraudes, certaines cliniques fraudes. Et vous les connaissez. Vous les connaissez, Monsieur le Président. Ils les connaissent. Parce qu'on est ensemble, on échange beaucoup. Maintenant, enfin, Monsieur le Président, les tarifs, quand le participant tout à l'heure parlait des tarifs, les non-assurés payent plus cher que les assurés. Monsieur le Président, les tarifs de 98, 15 000 francs la consultation, et les tarifs négociés mutualistes, le président Dr Boguifo a expliqué ça ici hier, 12 000 francs. Mais quand il y a un malade qui arrive qui n'est pas assuré, moi j'ai le choix. Soit je lui donne le tarif de 98, ou bien je lui donne le tarif de mutualiste. Mais quand le malade arrive et qu'il veut voir tel médecin qui lui dit que, comme ces tarifs sont des tarifs planchers, moi, en tant que docteur Dakouri, par exemple, mes consultations sont à 50 000 et que c'est lui qui doit voir votre maman. Vous faites quoi? C'est normal qu'il parte pour sa consultation à 50 000. Il dit, moi, je ne fais pas de consultation à 17 000, à 15 000, moi, je fais à 50 000. Vous venez, vous me voyez, ou bien vous allez ailleurs. Mais il ne faut pas qu'on nous dise ici que les tarifs, quand c'est non assuré, c'est cher. Non. Demandez ce médecin-là, est-ce qu'il n'y a pas un autre médecin qui fait 17 000, bien 14 000, 15 000, bien 12 000? Mais si vous voulez forcément voir ce médecin, vous allez payer son prix. Parce que comprenez le système, c'est un tarif plancher. On ne vient pas en deçà de ce tarif. Parce que si vous le faites, vous faites du dumping. Mais vous pouvez aller au-delà. Moi, je prends ici, bon, je ne vais pas citer des noms, mais il y a des médecins qui disent, si ce n'est pas 30 000, moi, je ne te vois pas. Mais je ne suis pas obligé de voir ce médecin. Voilà ce qui justifie souvent les plaintes des non-assurés qui disent « Ah, je suis allé, les tarifs sont un peu plus chers, etc. etc. » Merci, Monsieur le Président. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui ont cette faveur, ce sont les sociétés d'État. Mais pour résoudre la question, moi, je pense qu'il faut leur poser ça de façon claire. Hein, parce que peut-être qu'ils n'ont pas la notion d'avance de fonds qui pèse sur nos structures, et nous, et les gestionnaires, et les cliniques. Voilà. Bon, en tant qu'assureur, c'est un client comme tout autre. S'il me consulte, je peux refuser comme je peux l'accepter. Maintenant, il m'appartient de négocier des échéanciers pour pouvoir supporter les frais qui vont arriver. Bon, je pense que la question sera résolue. Hein. L'autorité nous a... M. Deoulé de la direction des assurances nous a dit que quelque chose est en cours. On espère que ils vont payer la prime en même temps que tout le monde. Dans tous les cas, nous savons que s'il y a quelque chose où on ne peut pas faire crédit, où on ne peut pas faire crédit, c'est l'assurance. On ne peut pas payer la prime d'assurance sans que le contrat ne commence. Ce n'est pas possible. Sinon, on va prendre l'argent où vous payez les sinistres. Donc, en tout cas, c'est d'accord. Donc, je crois que l'autorité nous a rassurés. Hein. On va essayer de voir comment il faut faire en sorte que les primes soient payées aussi d'avance comme n'importe quelle assurance, n'importe quel client. Voilà. Voilà. Madame Delmotte a quelque chose à ajouter. Président, j'aimerais juste rajouter une petite information complémentaire sur ce qu'a dit M. Dakouri. On n'impose pas les tarifs aux gestionnaires ni aux assureurs. Un patient qui est assuré à 100% pour une consultation à 17 500 et pour lequel il souhaite voir un médecin qui applique, on va dire, une tarification qu'on va appeler hors nomenclature, donc à savoir un dépassement, ben, il s'acquittera de ces 17 500, donc avec la partie couverte par la compagnie d'assurance, et il paiera le dépassement qui sera à sa charge. Donc ce n'est pas au gestionnaire, ni au courtier, ni à l'assureur de supporter ce dépassement. C'est un choix auquel décide, on n'oblige pas. Je vais prendre un exemple tout simple. AGMP
Nous avons au niveau des radiologues, des médecins, qui sont quasiment tous sur le tarif de 30 000 francs l'échographie. Ben, pour aller chez Dr Delmotte, l'échographie obstétricale a un coût. Le patient qui décide d'aller chez Dr Delmotte, ben, c'est un coût. On ne peut pas demander à Dr Delmotte de se conformer au tarif arrêté d'un commun accord. Ça s'appelle les dépassements d'honoraires et ça existe partout dans le monde. J'ai quand même une information de date auquel j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. On a parlé de la convention cadre. C'est effectivement ce qui va nous permettre déjà dans un premier temps d'empêcher, j'ai envie de dire, toutes ces incompréhensions et de cadrer notre relation. Nous avons travaillé sur cette convention avec l'ensemble des membres. Elle est prête et nous souhaitons vraiment œuvrer ensemble pour son application au démarrage, donc au 1er janvier 2022, et qu'on puisse aller donc sur des bases saines et ensemble réfléchir sur comment ça va se passer. Je vous remercie. Delmotte, Président, je pense que tu as bien écouté ça, la convention cadre. Mais est-ce que cette convention cadre va intégrer les autres parties du système de tiers payant? C'est seulement les prestataires et les assureurs? J'ai vu que durant toute cette soirée, depuis hier, nous parlons d'assurance, nous parlons de prestataires de soins. Mais il y a un responsable de tout. On ne parle pas de lui dans ce débat-là, l'État. L'État. Aujourd'hui, on nous dit 50%, 90% des soins des assurés se font en privé. La part de l'État est où? Il faut qu'on discute aussi sur la part de l'État. Donc, je souhaiterais que et gestionnaires, et prestataires de services, et assureurs se penchent sur cet aspect. Parce que les prestataires, c'est vrai qu'ils parlent de déficit, de surcoût. Qu'est-ce que l'État fait pour participer à cette baisse de frais, de charges des prestataires? Pour les assureurs, certes, ils veulent développer le produit santé, mais est-ce qu'il y a les infrastructures nécessaires pour faire la classification des produits de santé? Le partenaire, le président du syndicat des consommateurs, on nous dit qu'on a 27 millions d'habitants et qu'il n'y a que moins de 10% de personnes qui bénéficient de l'assurance. On parle de la CMU avec un panier minime. Il y a beaucoup de choses à faire. Et la part de l'État doit être importante. Il faut qu'on, dans les débats, on s'y penche. Ça, c'était ma première contribution qui va se faire dans les années. Je rebondis sur la convention cadre citée par Mme Delmotte. Pour faire cette convention cadre, vous aurez des conditions, des articles, mais il y a un point sur lequel je pense que assureurs et prestataires ne se sont pas encore entendus. Pour signer cette convention cadre, on a des actes. Est-ce qu'on a codifié ensemble les actes, et prestataires et assureurs? Les consultations, il faut qu'on formalise le nombre de consultations. Les actes de biologie, il faut qu'on sache tous les actes de biologie qui se font en Côte d'Ivoire, les actes de radiologie. D'abord, on a la liste et après, on va passer à la codification. Quand on aura la codification de ces actes où on s'est entendu, on va passer maintenant à la tarification de ces actes et puis on pourra finaliser la convention cadre. Moi, c'est ma contribution. J'entends votre point de vue sur la convention cadre, mais comprenez notre position. C'est comme si on était dans un avion et qu'on n'avait pas de tableau de bord et qu'on conduisait sans même avoir la jauge d'essence. Donc, on ne peut pas continuer à travailler. C'est notre demande pour continuer à maintenir, ne serait-ce que le maximum possible, le système de tiers payant, le temps qu'il soit réformé dans sa totalité, avec l'entrée en vigueur donc, de la CMU et tout ça. Mais on ne peut pas travailler avec 50 procédures différentes. Donc aujourd'hui, ne voyez pas dans la convention cadre une bataille, premièrement, sur les tarifs. Ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est d'essayer, à travers cette convention, de standardiser les process pour avoir ne serait-ce qu'une fluidité, dans un premier temps, sur le parcours du patient pour qu'il puisse en être un minimum satisfait. Ce n'est que la première étape. Ce n'est effectivement pas ce qui va résoudre le problème de fond du tiers payant, mais la nomenclature, elle est connue. Je crois que c'est la CNAM qui en a donc d'une nomenclature
qui a été donc adoptée, une nomenclature nationale. Aujourd'hui, dans les cliniques privées, donc nous n'avons pas été associés, j'ai envie de dire, à ces travaux. Nous sommes demandeurs, mais en attendant, nous avons une nomenclature qui est standardisée dans l'ensemble des cliniques privées et pour lequel vous remboursez donc les prestations depuis plusieurs années. La difficulté réside dans le fait qu'aujourd'hui, ce remboursement n'est pas fait de façon, j'ai envie de dire, uniforme au sein même des différents tiers payeurs, parce qu'au sein même d'une même compagnie d'assurance, vous allez avoir des médecins conseils qui vont vous rectifier la facture différemment et qui va changer de correction d'un médecin conseil à un autre. Donc ne voyez pas la convention cadre comme quelque chose qui va venir compliquer ou alourdir. On ne demande que de simplifier notre procédure et de pouvoir contractualiser nos relations. C'est juste ça. Ma conclusion, c'est vraiment de dire merci pour ces états généraux. C'est vrai que depuis des dizaines d'années, on travaille sur la même matière, on ne se parle pas, on ne se comprend pas aussi. Et je pense que c'est le début de bonnes choses et qu'on devrait continuer dans ce sens. On fera certainement des ateliers, on va sortir des résolutions, mais il faudrait qu'au-delà de ça, on puisse continuer les échanges, créer des cadres de concertation, d'échange et tout. Et on est sûr qu'avec ça, le tiers payant peut être viable. Je vous remercie. Merci beaucoup, Président. Éric Djibo, je suis le président directeur général de la PISAM. Merci à tous les panélistes. J'ai vraiment suivi les présentations avec intérêt. Je pense que nous avons tous une obligation morale. Quand on fait un partenariat avec quelqu'un, il faut qu'on puisse se faire confiance. J'ai beaucoup entendu parler de fraude, mais on ne dit pas qui fraude. Ça reste toujours comme des rumeurs. Je pense qu'il faut qu'on sorte de ce genre de rumeurs-là, parce que c'est insultant à la fin pour nous qui nous battons tous les jours, qui investissons pour améliorer le plateau technique en Côte d'Ivoire. Donc je pense que si on n'a pas de preuves, n'en parlons pas. S'il y a des preuves, il faut citer des noms. Mais ne restons pas dans ces rumeurs-là de fraudeurs. Et ensuite, il y a un point sur lequel je voulais insister, c'était les rejets. Madame Silui en a parlé tout à l'heure. Elle parlait des délais de transmission des factures et des factures hors délai. Je pense que c'est inacceptable. Je pense qu'il faut pas qu'on puisse nous-mêmes moralement accepter que quelqu'un ait fait un service et qu'il ne soit pas payé. Je veux dire, moi je ne sais pas, on est tous des gestionnaires de société, quand on commande un produit et qu'on l'utilise, on est moralement impliqué, on se dit qu'il faut qu'on paye cette facture. Mais si ça devient facile de prendre la facture d'un prestataire et de la retourner et de dire elle est hors délai, ce n'est pas acceptable. On ne peut pas continuer comme ça. Et donc je pense qu'il faut que l'état d'esprit des uns et des autres change. Il faut qu'on se fasse confiance. Si on ne se fait pas confiance, ce n'est pas la peine de continuer à travailler ensemble. Donc vraiment, je pense qu'il est important de s'asseoir. Les ateliers vont servir à ça, mais il est important de s'asseoir et de se parler et de mettre les vrais problèmes sur la table. Parce que j'écoutais le Dr Magbi tout à l'heure. Vous savez, vous avez créé des gestionnaires santé qui sont devenus très gros et qui sont devenus très puissants. Très puissants. Et qui peuvent vous faire flancher, qui ont un pouvoir sur vous, parce qu'ils représentent une masse importante d'assurés. Est-ce qu'ils sont devenus trop puissants? C'est toute la question qu'il faut se poser. Donc je pense qu'il y a de vrais sujets à discuter pendant les ateliers. Et en tout cas, merci à tous les panélistes pour ces belles présentations. Merci Fanny qui a bien défendu les dossiers de la CPCI. Merci à tous. Merci, Président. Président, vraiment, il a un pouvoir sur vous. Le Président a posé la question et le pouvoir, c'est comment? D'accord. D'accord, on va clore le débat, comme il a dit, à les ateliers. Vraiment, les travaux vont continuer en atelier. Merci, Président Djibo. Merci pour cette intervention. Alors, Président Ka, vos mots de fin. Bon, je voudrais dire merci à Monsieur le Président de l'Association des assurances de Côte d'Ivoire qui associe les consommateurs à cet atelier important.
je crois que tout cet engouement, c'est autour des consommateurs que nous sommes, hein, les assureurs. Je veux dire, c'est notre pouvoir d'achat qui est en train de susciter tous ces engouements. Mais il faut que vous sachiez que vous avez assuré que 5% des populations ivoiriennes, donc vous avez beaucoup, c'est un marché qui est là, hein, organisez-vous, allez, il y a des mutuelles de village qui existent, il y a des coopératives, hein, dans le monde agricole qui existent, allez voir ces structures-là, qui sont des marchés que vous pouvez capter, et donc 5%, c'est encore très peu, et donc aidez-nous. Et puis, le tiers payant ne doit pas être supprimé. Si on supprime, on sera en dessous de 5%, alors qu'on veut augmenter les 5%. Maintenant, ceux qui disent qu'on paye 6 mois et que c'est un problème, je crois que c'est du social. Voilà. Tout le monde n'a pas de l'argent à payer au comptant. Donc, il faut tenir compte des plus faibles. Merci. C'est bon. Je voudrais féliciter les panélistes pour la qualité de leur présentation, féliciter tous les participants à ces ateliers-là. C'est la preuve que le tiers payant est fédérateur, parce qu'un sujet qui ne fédère pas ne suscite pas de passion. Qui aime trop mal les trains, on dit. En tout cas, ce que je peux vous dire au niveau des 3 gestionnaires principaux, puisque Dr Boguifo a parlé d'une centaine, Fanny Delmotte d'une 50aine, en tout cas, au niveau des 3 gestionnaires principaux, nous avons des solutions à vous apporter. Je souhaite que vous nous associez à vos débats, parce que nous avons conçu ce produit avec l'apanage des assureurs. Ce tiers payant a été vendeur et continue de l'être. Et il y a des besoins, il y a des niches à explorer. Il faut que nous soyons ingénieux. Ailleurs, ça marche. Je ne vois pas pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas ici. La Côte d'Ivoire est un pays fécond. La classe moyenne croît. Les revenus ont sensiblement augmenté, les prestations n'ont pas suivi. Mais pour revenir à ce que Djibo disait, Eric, mon ami, ce ne sont pas les gestionnaires qui sont puissants, c'est les assureurs qui sont puissants. Parce que la prime est reversée à l'assureur. C'est les assureurs qui génèrent la cotation et qui génèrent la souscription. Il y a un problème qui a été défini par Étienne Kouadio. Les clients obstrués par le niveau des primes préfèrent se réfugier dans les mutuelles et auto-assurances. Je ne parle même pas des auto-assurances d'État qui prospèrent sans que vous n'y voyez un inconvénient. Ce que je dis à mes amis prestataires, c'est « mais vous n'êtes pas obligés de signer avec ces personnes-là ». On en a parlé hier, Eric, je dis, quand elles viennent vous voir, référencez-les auprès des 3 pour dire, écoutez, vos prestations, vos feuilles, c'est un peu compliqué, allez voir des spécialistes. Comme nous, on va voir des spécialistes quand on est malade et qu'on ne va pas chez le docteur Sidibé pour soigner la cataracte. Donc, soyons unis, soyons la main dans la main, parce qu'il y a un chantier, il y a un grand chantier, et on doit gagner des parts de marché. Ça sera bénéfique à l'écosystème. Merci. Merci, docteur. Je vais revenir à docteur Delmotte, puisque son intervention, c'était une réponse. Elle va donner... Madame Delmotte, pas docteur. Voilà, merci. Elle va faire sa conclusion et puis... Monsieur le Président, vraiment un grand merci de nous associer à ces assises et soyez rassurés que nous mettrons tout en œuvre pour vous accompagner à la réussite de ces états généraux, pour qu'on puisse s'accorder au bénéfice des consommateurs et qu'on puisse mettre en place tout ce qu'il faut pour que le tiers payant soit vraiment valable et durable en Côte d'Ivoire. Donc soyez-en rassurés, mais aidez-nous également, comprenez nos difficultés, et le premier pas, j'insiste, serait la signature de la convention cadre au 1er janvier 2022. Je vous remercie. Merci à tous ceux qui se sont fait enregistrer au niveau des ateliers.